Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Studio Tamani. C'est l'heure de votre émission Grand Dialogue. Aujourd'hui, nous parlons de lutte contre le terrorisme au Sahel. La coopération entre les États est-elle une réussite? Alors que les forces françaises se retirent du Mali, quelle peut être l'importance de la coopération entre le pays et ses voisins du Sahel dans la lutte contre le terrorisme? Il y a quelques jours, une délégation d'officiers burkinabés était à Bamako pour parler de coopération militaire. Le Mali et le Burkina sont pourtant membres du G5 Sahel dont la force conjointe a été lancée il y a quelques années pour combattre le terrorisme dans le Sahel. Comment se porte cette initiative aujourd'hui? La coopération militaire entre les États du Sahel marche-t-elle aujourd'hui? Quelles peuvent être ses limites? Autant de questions que nous allons débattre avec nos invités. Ibrahima Soumaré, ancien conseiller diplomatique et analyste en diplomatie et stratégie, Dr Yacouba Dogoni, sociologue du développement et de la coopération transfrontalière, ainsi que Abba Kassambara de l'ONG G-Vive. Il sera au téléphone depuis Mopti. Sekou Gadjigo va modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Grand Dialogue. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je voudrais poser cette question à Monsieur Soumaré. Vous êtes analyste en diplomatie et stratégie. En quoi est-ce que la coopération militaire entre les États est importante dans la lutte contre le terrorisme? Alors, un des éléments fondamentaux pour que la sous-région puisse connaître une certaine accalmie et que nous puissions faire face à ces mouvements transnationaux représentés par Al-Qaïda ou par l'État islamique, vu que nos frontières sont des frontières étanches, il est fondamental que nos États, que les armées de nos États, encore faut-il que la doctrine soit acceptée de tous, que nous ayons la même vision, et ça c'est très important, il faudrait que ces États-là puissent coopérer en vue de réduire cette capacité mouvante que les groupes terroristes développent le long de nos frontières. Donc ça, c'est très, très, très important qu'il y ait une sorte de coordination, mais encore une fois, ça dépend de la voilure de cette coordination, que cette coordination puisse se faire afin de mettre en péril ces mouvements d'incursion qui perturbent la vie de nos populations, non seulement au niveau des frontières, mais même au-delà, parce que ça peut aller jusqu'au golfe de Guinée, etc. Donc voilà pourquoi il me semble qu'il soit nécessaire que des développements d'accords bilatéraux entre des États frontaliers comme le Burkina, le Mali ou le Niger, etc. Bon, c'est vrai qu'on est dans le G5 Sahel, mais on va probablement en parler. Oui. Et le G5 Sahel, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Mais en tous les cas, c'était l'objectif. J'étais à Nouakchott lorsqu'on mettait en place le G5 Sahel en février 2014. L'objectif, c'était ça. Mais est-ce que cet objectif est atteint? Nous le verrons après. D'accord. Yacouba Dogoni, êtes-vous d'accord avec M. Soumaré que la coopération entre États est essentielle dans la lutte contre le terrorisme? Très bien. Merci beaucoup, monsieur, pour l'invitation. Je profite pour remercier également le grand frère Lipper qui est présent aussi et qui nous permet vraiment de mieux comprendre un peu la diplomatie internationale par rapport à la gestion de la crise sécuritaire, que ce soit dans le Sahel ou au-delà. J'ai aussi profité pour essayer vraiment de remettre en cause un certain nombre de théories qui avaient été validées en son temps, qui consistaient à un moment donné de faire le Mali comme étant le sanctuaire du terrorisme au Mali, en disant que oui, c'est grâce à l'insécurité au Mali qui date de 2012 et qui avait profité pour essayer d'assimiler maintenant tout le Sahel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette théorie n'est pas valide parce que si on essaie de prendre en compte l'historiographie même de l'insécurité au Mali, on se rend compte que le Mali est même victime
de ce qui s'est passé dans les autres pays déjà. Si vous prenez par exemple le cas de la Mauritanie, le premier attentat terroriste au Mali, en Mauritanie, dans ce pays-là, date de 2005. Si vous prenez le cas du Burkina également, là où les terroristes aussi sévissent, c'est une zone qui avait été longuement abandonnée par l'État. C'est une zone où Blaise n'a jamais remporté des élections et qu'il a finalement abandonné ces territoires-là au profit des populations qui ont été à un moment donné ont tenté de rejoindre vraiment ces mouvements terroristes parce que là, l'opportunité était là, il y avait les vides sécuritaires, il y avait également les besoins de pouvoir couvrir un certain nombre de besoins, que ce soit dans la fourniture des services sociaux de base, que ce soit aussi la sécurité, même la propre sécurité. Et si on prend par exemple le cas du Tchad également, ça a été le cas, parce que le Tchad, ça a été une zone, un pays qui de tradition est rebelle. Donc là, on ne peut pas dire aujourd'hui que le Mali, c'est grâce par exemple à l'insécurité au Mali que ces pays ont été touchés. Maintenant, pour revenir à Donc c'était une contre-vérité quand certains ont dit que le Mali exportait le terrorisme. Non, c'est une contre-vérité. C'était juste pour diaboliser un peu la situation au Mali et pour pouvoir permettre également au Mali vraiment de céder à un certain nombre de chantages internationaux et pouvoir vraiment signer des accords, comme M. Soumaré l'a dit, des accords bilatéraux, multilatéraux qui, on a vu aujourd'hui les résultats dans notre pays. Voilà, parce que là, le Mali a sous-traité sa sécurité et finalement les terroristes ont pris presque toutes les régions du Mali. Maintenant, pour revenir à votre question, je dirais que la coopération militaire c'est extrêmement importante dans la lutte contre le terrorisme. Vous vous rappelez déjà en 2015 ou 2016, 2015 où les djihadistes, les terroristes avaient attaqué les zones frontalières de Kadjolo et de Bougouni, notamment plus précisément Messeni et Fakola. C'est grâce à la coopération entre les militaires maliens et ivoiriens alors qu'ils sont parvenus vraiment à éradiquer les terroristes dans cette zone à travers l'opération qu'ils avaient appelée en son temps l'opération Kokadjer. Au-delà de cela, vous conviendrez également avec moi que la porosité des frontières joue beaucoup plus vraiment dans les mouvements des groupes terroristes. Maintenant, le fait que maintenant il y a une certaine forme de coordination qui commence à se mettre en place, notamment entre le Mali et le Burkina, ça va permettre un peu de sécuriser un peu les frontières, de limiter le mouvement des groupes terroristes qui se nourrissent également des conflits frontaliers, notamment entre le Mali, le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc là, il y avait vraiment des sédiments conflictuels qui existaient déjà et que les terroristes profitent vraiment pour cela. Maintenant, si on essaie vraiment d'aller vers la coopération, en essayant vraiment d'approfondir un peu les textes et de les révisiter pour pouvoir permettre à chaque nation, à chaque pays, de pouvoir céder une partie vraiment de son territoire, comme l'a dit en son temps le président Denis Sassou Nguesso, il faut négocier en acceptant de perdre une partie de son plumage. Donc si chaque pays vraiment cédait une partie de son territoire pour permettre vraiment aux uns et aux autres de pouvoir gérer sa sécurité, ça va permettre un peu plus de sécuriser un peu les nations, tout en évitant quand même l'incursion, comme M. Soumaré l'a dit, l'incursion des groupes terroristes dans des parts et d'autres des frontières. D'accord, on va le développer tout de suite. Juste avant, je voudrais demander à Abba Kassambara s'il partage ses avis de M. Soumaré et Dogoni. Est-ce que la coopération entre les États de la région est importante dans la lutte contre le terrorisme? Vous qui êtes à Mopti, une région qui se trouve à la frontière de certains pays voisins. Merci beaucoup, merci pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler vraiment de cette réalité. Vous savez que ce n'est pas seulement important cette coopération, mais elle est nécessaire, pour ne pas dire obligatoire, là où nous sommes aujourd'hui. Si vous voyez mes prédécesseurs, je les remercie beaucoup et je profite de l'occasion pour souhaiter une excellente fête de Ramadan à tous les Sahel. Vous savez que la coopération, elle est vraiment nécessaire sur tous les plans, pas que seulement sur le plan militaire, mais sur le plan même également de la gestion des ressources naturelles. Vous comprenez avec moi, je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont dit, parce que nous partageons tout. Les frontières ne sont que des lignes imaginaires. D'un côté et de l'autre, vous avez les mêmes communautés qui y vivent, les mêmes familles qui partagent toutes les cérémonies culturelles ensemble. Et donc, si les États, d'une manière politique, économique et militaire arrivent vraiment à coopérer, ça peut vraiment amener
à bout vraiment le terrorisme. Parce que c'est les mêmes gens qui opèrent d'un côté ou de l'autre qui ne font que traverser, comme il a dit, profiter de la porosité de nos frontières pour pouvoir venir mener leurs actes dans un pays ou dans l'autre. Donc cette coopération, l'ancien président du Mali l'avait dit que c'était vraiment obligatoire. Un seul pays ne peut pas venir à bout de ces malfrats. Il va falloir que tous les pays se donnent la main, mais quand même avec des limites. Donc, je rejoins vraiment mes prédécesseurs pour dire que la coopération, elle est nécessaire, pour ne pas dire obligatoire. D'accord, nous sommes tous d'accord là-dessus, hein, mais M. Soumaré, sur quel domaine? Il vient de parler de même sur la gestion des ressources naturelles, mais sur quel autre domaine peut porter cette coopération? Bon, on a donc parlé de l'aspect militaire, de l'aspect des ressources humaines, mais il y a également, je crois que c'est l'ancien diplomate qui vous parle, une sorte de coordination pour voir c'est quoi notre vision géostratégique. Est-ce que nous avons en nous une perspective géostratégique? Parce que ce qui me semble le plus important, c'est parce que le terrorisme, c'est un mode opératoire. Mais pourquoi? Et pour qui? Quels sont les intérêts qui font que ce genre de troubles existe au sein de notre espace sous-régional? Alors, est-ce que nous avons intérêt à élaborer une doctrine qui nous permette non seulement d'avoir une vision globale de notre environnement géostratégique, mais qui nous permet également de choisir les alliances qu'il faut pour arriver à bout de ce phénomène? Parce que les djihadistes, pour moi, ils ne sont pas tombés du ciel. Je crois que si on fait l'historicité de ces mouvements-là, d'abord, vous avez une branche qu'on peut dire Al-Qaïda qui ressemble un peu aux Afghans, et c'est la guerre d'Afghanistan, hein, avec l'Union soviétique et tout ça, ils sont nés là. Et puis vous avez une autre branche, un peu en Irak, tout ça, Syrie, et qui est l'État islamique. Alors, vous avez aussi, nous avons des relations diplomatiques avec certaines grandes puissances arabes et puis des puissances du Golfe. Alors nous, c'est quoi notre vision géostratégique? Je crois que les sociologues, spécialistes des relations internationales, économistes, politistes, il est fondamental, il est temps que l'Afrique, que nous puissions nous-mêmes définir nos priorités, désigner c'est qui notre ennemi, savoir comment il évolue et pourquoi il évolue et quelle est la réponse que nous pouvons apporter à tout ça. Alors, vous avez parlé de vision géostratégique. Hein. Alors, on a le G5 Sahel qui a une force conjointe. Dans cet ensemble-là, est-ce que cette vision géostratégique a marché, a été une réussite? Alors, le G5 Sahel est né à Nouakchott en février 2014. Donc, j'étais en fonction à ce moment-là. Mais, vous savez, notre ami a un peu soulevé ça d'une manière sibyllin. Le président Amadou Toumani Touré avait parlé de la conférence sahélo-sahélienne. Et cette conférence sahélo-sahélienne devait regrouper des pays de la sous-région, Mauritanie, Mali, etc. Et cette vision qui a été combattue pour des raisons peut-être politiques, pour des raisons tactiques, pour des raisons qu'on disait que c'est le Mali qui exportait le terrorisme, c'était le ventre mou. Le maillon faible contre le terrorisme. Alors, le G5 Sahel, pour moi, je ne suis pas très étonné de son évolution aujourd'hui. Et je suis sûr que de plus en plus, nous allons nous orienter vers des accords bilatéraux entre des États. Et je me demande si le G5 Sahel n'est pas plus un G3 Sahel qu'un G5 Sahel maintenant. Parce que si vous prenez des pays comme le Mali, le Burkina, et même la Mauritanie qui se tourne de plus en plus vers l'Algérie, et nous, le Mali et le Burkina, nous avons peut-être
par rapport au Niger et la France, peut-être que nous avons quelques appréhensions ou alors quelques contradictions qui font que la vision géostratégique dont je parlais tantôt serait difficilement peut-être élaborée dans ce cadre-là, à moins qu'il y ait évolution politique. Et ça, c'est une autre paire de manches qu'en diplomatie, on maîtrise, mais qu'on ne maîtrise pas parce que c'est les acteurs politiques. Donc, moi, je crois qu'au sein du G5 Sahel, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je considère qu'il est nécessaire de faire une refondation de notre regard stratégique. Alors, docteur Dogouni, depuis un certain temps, depuis les changements de régime dans certains pays, comme le Mali, le Burkina, on voit que les pays se focalisent surtout sur la coopération bilatérale. Est-ce que la coopération multilatérale ne serait pas plus efficace que celle bilatérale? Bon, moi, je n'ai pas de position à prendre par rapport à cela. Que ce soit de la coopération multilatérale ou bilatérale, moi, je pense que l'objectif global devrait être de lutter contre le terrorisme. Mais vous vous rappelez que les gens qui sont engagés à combattre le terrorisme, c'est combattre eux-mêmes. Je vous donne un exemple. Regardez maintenant cette opposition entre le Mali et la France, qui sont tous dans les G5 Sahel et qui ont pour vision de combattre le terrorisme. Mais ils se combattent aujourd'hui. Est-ce que vous faites confiance à cet égard, à cette organisation que nous appelons aujourd'hui le G5 Sahel? Est-ce que le G5 Sahel n'était même pas un instrument pour pouvoir, contrôler un peu les armées du Sahel, essayer de limiter leurs mouvements, pour permettre, par exemple, à certains groupes qui sont combattus par la force Barkhane et d'autres ne le sont pas. Notre diplomate est en train de le dire, qui est mon père. Il était en train de dire tout de suite là qu'il y a des organisations terroristes qu'on appelle Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est devenu je ne sais pas quoi, l'État islamique au Grand Sahara, qui est combattu par la force Barkhane et Takuba. Mais il y a un autre groupe terroriste qui ne l'est pas combattu, qui se trouve un peu dans nos frontières, les frontières du centre. Comment vous pouvez comprendre que des gens font de la sélection des groupes qu'il faut combattre ou pas? Ce qui veut dire qu'en réalité, l'organisation que nous appelons aujourd'hui les G5 Sahel, c'est juste un instrument dans la main d'un autre État qui manipule et qui profite pour manipuler les autres États, qui sont membres aussi de cette organisation qu'on appelle le G5 Sahel. Sinon, si ce n'était pas le cas, pourquoi écarter le Mali et le Burkina aujourd'hui en essayant d'organiser des patrouilles avec les autres armées? Oui, mais est-ce que cela ne s'explique pas par le changement de régime Le changement de régime a été réalisé, mais que les groupes terroristes n'ont pas changé de posture. Les groupes terroristes n'ont pas changé de posture, n'ont pas changé les mécanismes d'intervention, n'ont pas changé de cible. C'est-à-dire que le changement de régime ne peut pas affecter la lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas les gens qui sont réalistes dans les combats. C'est ce que moi j'essaie de vous le dire. Maintenant, si on essaie de sortir de ces carcans, de cette opposition politique, moi je pense que c'est politique, mais c'est aussi une politique internationale parce que là, les gens commencent à prendre position, à s'aligner derrière, comme M. Soumaré l'a dit, derrière les puissances internationales. On va en parler. Et quel peut être l'impact de l'arrivée de ces nouveaux partenaires, de ces nouveaux partenariats sur cette lutte contre le terrorisme? Mais juste avant, Abba Kassambara, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut avoir des limites? Nos États peuvent avoir des limites quand on connaît leurs moyens. Si on doit se focaliser sur la coopération bilatérale au lieu de celle multilatérale dans un grand ensemble comme le G5. Oui, et moi je pense que le G5 Sahel existe de nom. Cela n'engage que moi, puisque vous avez compris que la France elle-même, elle est membre du G5 Sahel. Pourquoi ne pas appeler G6 Sahel alors? Donc, dès lors que nous avons opté pour une politique militaire de défense et de lutte contre le terrorisme qui est téléguidée par une autre organisation, donc ça ne peut pas marcher. J'ai rejoint mon père, le diplomate, qui a dit qu'il n'est pas étonné de voir encore les G5 Sahel là-dessus. Alors quand vous dites que c'est téléguidé par une autre organisation, vous parlez de quelle organisation? De la France. Ah, d'un pays alors. Oui. Donc, je
dis, parce que le G5 Sahel, c'est les pays du Sahel. La France n'est pas un pays du Sahel. Il peut être un partenaire à ces pays-là pour pouvoir être. Mais elle est membre au même titre que les autres. Donc ça veut dire que ça ne pouvait pas marcher. Et les pays l'ont fait sans pour autant avoir les moyens de leur politique. Donc ça veut dire que ça ne pouvait pas marcher. Si c'est quelqu'un d'autre qui devrait financer la défense de votre parti, de votre coopération, et là, dès lors que cette personne n'est pas en bonne humeur avec une ou deux parties, donc il pourrait arrêter son financement et d'où l'échec vraiment de cette coopération. Mais si nous partons sur le plan bilatéral ou sur le plan des pays qui sont vraiment dans cette crise et qui se mettent pour que chacun puisse dans son sein vraiment s'organiser pour lutter contre le phénomène, et là je pense qu'on peut aller plus loin. Ça ne dépend pas des moyens, mais ça dépend seulement de la manière de coopérer et de l'intention, comme mon père l'a dit, géostratégique, et les visions et les missions que les gens vont se donner par rapport à ça. Et parce que si toutefois chaque armée, malgré la porosité de nos frontières, arrive à maîtriser quand même les frontières et à communiquer avec les autres pour partager les renseignements, les moyens, les peu de moyens que nous avons, je pense que nous pouvons venir à bout à ces trucs-là. Et n'oublions pas également la population dans laquelle les terroristes sont. Parmi les vulnérables de ces populations qui sont enrôlées pour le truc. Vous savez, quand vous prenez les frontières de part et d'autre, c'est les mêmes communautés qui y vivent. Il n'y a que des lignes imaginaires qui nous séparent. J'avais parlé tantôt du fleuve Niger, il y a le fleuve Sénégal et le Sourou. Ils sont vraiment des ressources naturelles autour desquelles les gens doivent se baser pour avoir les moyens dont nous avons besoin pour vraiment assainir cette coopération. Alors, M. Soumaré, il a parlé de renseignement. Est-ce qu'à ce niveau, il ne peut pas avoir des limites? Est-ce que nos pays sont dotés de moyens pour pouvoir avoir les renseignements qu'il faut? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de l'apport de partenaires ou bien d'être dans des ensembles pour pouvoir être efficaces? Voilà. Alors, une des données qui est importante et que l'État est en train de faire, c'est le renseignement. Vous savez que la montée en puissance de l'armée, vous ne pouvez avoir une autonomie stratégique que si vous maîtrisez votre renseignement. Notre problème avec la force Barkhane, c'était justement ça. C'est-à-dire qu'on a cette capacité que nous avons aujourd'hui à investir dans le renseignement et dans l'information, en collaboration avec les populations. C'est ça qui fait que notre armée peut continuer à monter en puissance. Parce que si vous sous-traitez votre renseignement, vous sous-traitez également votre défense. Alors c'est vrai qu'il y a un cap qu'il faut atteindre, parce que ça prend du temps, mais c'est des investissements. Hein. Depuis un certain temps, vous avez vu, bon, c'est pas les radars qui vont savoir ce que vous avez dans la tête, hein, parce que certains parlent des radars. Mais ça fait partie des choses qui font que maintenant, nous devrions avoir une capacité de renseignement, d'anticipation, de prospection pour pouvoir renforcer notre capacité de défense. Mais moi, je suis pour, comme au temps des fondateurs de notre armée nationale, que l'armée nationale du Mali puisse maîtriser ce qu'ils appellent le circuit de la chaîne de commandement. Et ça, c'est une théorie que le séminaire de 1963 a exigé de notre armée. Donc vraiment, le renseignement, c'est important et il faudrait continuer à travailler dans ce sens-là. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager les renseignements, mais en condition que nous ayons les mêmes objectifs, les mêmes alliances, que nous pensons l'environnement stratégique de la même façon pour que le renseignement que je vous donne ne soit pas réutilisé contre moi-même. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la coopération entre les États du Sahel fonctionne? Actuellement, je suis très heureux d'ailleurs que, comme l'a dit nos amis, que le Mali et le Burkina tentent de renforcer leur coopération militaire dans le domaine du renseignement, même dans le domaine opérationnel. Mais il faut dire que tout était tellement centré par la puissance, par la France, parce que c'est nous qui l'avons appelé. Vous savez, les accords du 7 mars 2013, c'est ça. Alors, mais nous sommes en train d'en sortir là. Hein. Alors, donc maintenant,
c'est à nous maintenant de développer nos relations avec les pays de notre sous-région, d'établir nous-mêmes notre conception en matière d'essence d'information, mais en étant sûr que les informations que nous partageons sont des informations qui nous reviendront comme intérêt et que ça ne soit pas utilisé ensuite pour... donc c'est un problème de confiance, le partage des informations. D'accord. Yacouba Dogoni, quelle coopération peut-elle y avoir entre des pays qui ont des partenaires et des stratégies différentes? C'est une question qui me semble être difficile à répondre, mais je pense que la première forme de coopération, c'est vraiment la coopération sociale, qui se soit vraiment basée sur la sincérité. Voilà, la sincérité dans toute action permet vraiment d'aboutir à des résultats concrets. Si on n'est pas dans la sincérité, en réalité, ça va être très difficile qu'on aille dans une nouvelle forme de coopération. Maintenant, mais ce dont les gens ont plutôt besoin, c'est d'abord de renforcer vraiment cette coopération au niveau des frontières. Déjà, il faut qu'ils arrivent quand même à contrôler d'abord les frontières à travers vraiment la limitation de la reproduction des cas de conflit. Une fois qu'on arrive vraiment à gérer les cas de conflit au niveau des frontières, je pense qu'il y aura déjà, on aura déjà fait un grand pas vers cette coopération dont on rêve. Oui, mais quand on prend par exemple l'exemple de la zone des 3 frontières, par exemple, la France s'est retirée du Mali, mais la France est au Niger. La France va mener des opérations pour sécuriser les frontières nigériennes. Le Mali qui a de nouveaux partenaires, est-ce qu'il peut avoir cette confiance? Au fait, vous dites comme si le Mali est dans l'incapacité de contrôler ses frontières. Non, je dis, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'aujourd'hui, le Mali a de nouveaux partenaires. Il y a des Russes qui sont là, qui soutiennent l'armée malienne. On voit que la France s'est retirée au niveau du Niger. Est-ce que le Mali et le Niger peuvent coopérer dans ce sens? Et là encore, faites attention à la forme de communication. Vous avez dit que les Russes sont là pour soutenir. En fait, on a dit qu'il y a des instructeurs russes qui sont présents au Mali, pas des Russes qui soutiennent. Attention, parce que là... Non, mais je pense que nous disons la même chose. Je n'ai pas dit que... Non, nous ne disons pas la même chose. Les instructeurs russes, ils les soutiennent, non? Continuons avec cet échange que je trouve vraiment intéressant. Moi, dans toutes les formes, vous savez, c'est vraiment des oppositions entre les puissances occidentales qui se transportent dans notre pays ou dans nos différents pays. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, la France soutient le Niger, la France ne soutient pas le Niger, la France soutient toujours ses intérêts. Parce que la France a fait quand même un gros investissement au Niger dans l'entreprise, à travers l'entreprise Arriva, alors qu'il permet vraiment d'exploiter de l'uranium et de pouvoir approvisionner les centrales nucléaires en France. Et qui aujourd'hui, avec la crise du pétrole, aujourd'hui, les centrales jouent un rôle très important, un rôle capital maintenant dans la fourniture d'énergie en France. Donc c'est ce qu'il ne faudra pas On sait que quels que soient les partenaires, personne n'est là pour autre chose que ses intérêts. Au-delà de cela, on avait parlé... Non, la coopération entre le Mali et la Russie ne date pas vraiment de cette histoire géostratégique et géopolitique. En fait, c'est des États qui collaboraient depuis les premières années de l'indépendance. Donc là, il ne faudra pas... Les notions ou bien les concepts comme géostratégique et géopolitique, là, ce sont des concepts qui ont apparu très récemment. Voilà, donc ce sont des concepts qu'on n'a pas quand même nourris ou bien collés ou étiquetés à cette coopération entre le Mali et la Russie. Parce que la coopération entre le Mali et la Russie n'était pas seulement dans le domaine militaire. Non, il y avait aussi de la formation, de l'éducation et tout cela. Donc là, maintenant, si on dit que la France est là pour sécuriser les frontières maliennes, il faut aussi dire que le Mali et ses partenaires sont là pour sécuriser également les frontières maliennes. Mais sauf qu'aujourd'hui, il ne faudra pas quand même se renfermer dans ces carcans en disant que non, je me suffis à moi-même. Moi, je pense qu'il faut également s'ouvrir à d'autres. C'est la raison pour laquelle le Burkina a compris cet enjeu et que le Burkina cherche vraiment à collaborer également avec le Mali, qui est le fils exclu aujourd'hui de la grande maison. Parce que le Burkina aujourd'hui, on le sait, n'a pas encore de coopérants comme on le voit. Pas avec la Russie totalement, pas avec la France totalement. Donc le Burkina aussi cherche ses alliés. Et ses alliés pensent que le Mali vraiment fait partie vraiment des alliés les plus sûrs dans cette lutte contre les terroristes. Et qu'aujourd'hui, nous avons compris, ce n'est pas vraiment que dans le domaine militaire. Le Mali, le Burkina Faso, il y a certaines régions, par exemple du Mali et du Burkina, qui sont dans cette dynamique transfrontalière à travers la zone Escabo, Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. Donc cette zone déjà constitue vraiment une zone
alors des productions agricoles, une zone de production énergétique, une zone de développement socio-économique. Donc là, le fait qu'il y a la zone Escabo, qui est vraiment un enjeu capital pour ces 3 pays, va permettre vraiment de renforcer davantage la coopération entre ces États, parce que ces États-là vont s'appuyer sur cette coopération-là pour approfondir les relations avec les relations dans le domaine militaire. Je vous ai dit également qu'au début de mon intervention que le Mali et la Côte d'Ivoire avaient déjà entamé cette coopération, cette forme de coopération bilatérale avant même qu'on ne parle du CC Sahel. Voilà. Alors, Abba Kassambara, des pays qui ont de partenaires différents, de stratégies, de visions stratégiques différentes, comment ces pays-là peuvent coopérer de façon sincère et dans la confiance? Merci. J'ai aimé un mot, il dit que de façon socialiste. Je pense que cette coopération doit se baser sur l'intérêt de la population des riverains et sur l'intérêt du peuple, et non sur les visions et les ambitions de mesurer des dirigeants. Je pense que c'est le peuple qui souffre vraiment de cette crise-là, mais si nous voyons les longs des frontières, c'est des familles qui sont disloquées, c'est des gens qui sont déplacés d'un côté ou de l'autre des frontières. Il faudrait quand même mettre l'accent de la coopération sur la protection de cette population. Et si, quand bien même que nous ayons des partenaires différents, mon père l'a dit, les pays doivent avoir des visions et des missions pour pouvoir coopérer dans la protection de ces civils et dans la protection vraiment des biens et de matériel. Je vais dire une chose. Cette coopération ne doit pas être seulement que militaire, on doit mettre l'accent sur la production. C'est la production, comme je le dis, j'avais parlé tantôt du fleuve Niger, j'avais parlé du fleuve Sénégal et du Sourou. Donc ce sont des éléments autour desquels nous devons baser nos coopérations pour pouvoir produire. Et quand la production y est, la population peut se sédentariser et participer à la défense elle-même de son territoire. Donc ça veut dire que si la population étant fatiguée, étant malmenée, ne participe pas, n'aide pas au renseignement, le meilleur renseignement, c'est le renseignement humain. Donc si cette population sache qu'elle est soutenue par les politiques nationales dans la production et dans la transformation de leur production, donc sur la chaîne de valeur, ils vont pouvoir vraiment contribuer au retour vraiment de la stabilisation dans ces zones-là. Donc, c'est ce que je voudrais dire. C'est pas parce que les partenaires, d'ailleurs, sont là, chacun est là pour son intérêt. Mais il ne faut pas que ces partenaires-là viennent nous diviser ou bien nous enlever de nos visions nous-mêmes en tant que truc. Quel qu'en soit un partenaire, il est venu t'aider, mais toi-même, tu sais mieux ce qui est valable pour toi ou pas. Donc, la coopération entre le Mali et le Niger, c'est une obligation. La coopération entre le Mali et le Burkina et le Niger, c'est une obligation. Nous sommes déjà en avance depuis 2017. On avait mis une organisation dans ce sens-là, qui compose la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, que nous avons appelé les Amis Unis du Sahel. Et nous sommes entrés en tant que société civile en train de travailler et voir qu'est-ce qu'il faut pour que vraiment la communauté et la population puissent vraiment vivre ensemble et essayer d'évoluer ensemble et d'aider les politiques et les militaires à pouvoir venir vraiment à bout à ce problème. Tant que la coopération ne se base pas sur la population, nous avons fait un effet. Alors, M. Soumaré, on l'a dit, hier, le gouvernement a fait un communiqué dans lequel il a dénoncé les accords militaires que le Mali a signés avec la France. Alors, d'abord, on ne sait pas, on se demande, est-ce qu'on va vers une rupture de la coopération militaire entre le Mali et la France? Si c'était le cas, quelles peuvent être les conséquences sur la région, la coopération entre les États de la région? Voilà. Alors, pour bien situer les choses, vous savez, lorsqu'il y a eu l'opération Serval en janvier 2013, il y a eu un accord qui a été signé le 7 mars 2013 qui réglementait la présence de ces forces françaises sur le territoire malien. Alors, donc, vous avez d'abord ces accords-là de statut militaire que nous demandons
l'arrêt immédiat. Et vous avez bien entendu les accords maintenant de coopération de défense, pas des accords de défense, des accords de coopération de défense qui ont été signés le 16 juillet 2014 et qui, elles, ont été dénoncées par nos autorités, mais qui continuent à courir pendant au moins 6 mois. On a encore 6 mois pour pouvoir organiser la caducité de cet accord-là. Donc, vous avez deux paliers. Vous avez l'aspect Serval et Barkhane et Takuba. Donc, ça, c'est le 7 mars 2013 à cause de l'opération Serval qui le régente. Et vous avez l'accord de coopération militaire du 16 juillet 2014 qui est, c'est un accord également qui a été dénoncé. Donc nous avons dénoncé 2 choses, d'autant plus que depuis décembre, on avait déjà demandé, en ce qui concerne le traité de coopération de défense, aux autorités françaises de revenir à nous, parce qu'on leur avait envoyé des amendements pour essayer de réviser tout ça. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse et peut-être que ils ont continué à opérer ce qui était dans les accords du 7 mars 2013, c'est-à-dire des mouvements de militaires dans l'avion, en l'air et à terre, sans demander permission aux autorités, alors que les autorités avaient commencé à leur envoyer une lettre pour leur demander qu'on s'assoie on a envoyé des amendements pour pouvoir arrêter tout ça. Malheureusement, donc c'est pour ça, en matière de relations internationales, c'est très important de faire attention au respect des accords que vous avez signés. Déjà, nous avons eu quelques craintes lorsque le 3 juin, il y a eu ce qu'on appelle une interruption conservatoire de la coopération militaire. On a considéré ça un peu que c'était unilatéral, parce qu'il y a un cheminement en diplomatie et dans le domaine du droit international qui font que vous êtes obligé, en tous les cas, de passer par des étapes pour mettre à l'aise le contractant avec qui vous avez signé. Alors, donc, je crois que maintenant, qu'est-ce que ça peut apporter comme conséquence? D'abord, sachez qu'un peu d'histoire, je ne suis pas historien, mais c'est très important de revenir à l'histoire. Vous savez que ce n'est pas la première fois que le Mali a ce genre de problème militaire avec la France dans le domaine des accords. On avait des accords le 22 juin 1960 sur la Fédération du Mali, qui étaient, eux, des accords de défense. Malheureusement, qui n'ont pas été appliqués pour des raisons que je ne vais pas développer ici, et qui ont fait que le 5 septembre 1961, le dernier soldat français a quitté le territoire malien. Donc, et même le Burkina, avec qui, on parle du Burkina, le Burkina en 1958, Maurice Enyamé-Ogo n'a pas voulu également de l'installation d'une base française, de l'armée française chez elle. Il a fallu que ça soit avec Blaise Compaoré. Donc, c'est très important de bien comprendre que chaque État a le droit de contracter des accords de défense avec le pays qu'il veut, et c'est sa souveraineté. C'est dans ce cadre-là que nous avons signé le 21 février 1961 des accords avec l'Union soviétique, des accords de défense. C'est le 21 février 1961 que le Mali a signé des accords de défense avec l'Union soviétique pour du matériel, pour de la formation. Donc, ce n'est pas nouveau, notre relation avec les Russes. Les Soviétiques, c'est toujours des Russes. Donc, ça, c'est toute une dynamique historique qui nous permet à nous de comprendre les raisons qui font que dans notre sous-région, un pays comme le Mali a peut-être une sensibilité stratégique peut-être quelque peu différente d'autres pays qui ont choisi soit l'installation d'une base militaire française dans leur territoire, ou soit qui ont peut-être une autre vision politique. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc pas de soucis, pas de conséquences éventuelles en cas de désaccord entre le Mali et la France sur personne, ces accords. Le Mali, aucun État souhaiterait qu'il y ait un désaccord avec un autre État. Mais aucun État n'aimerait quand même qu'un État l'empêche de jouir de sa souveraineté nationale. Alors, c'est vrai que le processus va être fait dans les 6 mois. Après les 6 mois,
On verra. Et le Mali est en train de renforcer sa capacité militaire. Vous avez entendu parler de la montée en puissance. Hein, c'est un terme générique qui signifie tout simplement que l'option, c'est une option de lutte en avant et non plus de... Donc c'est ça. Alors maintenant, avec les accords que nous allons signer avec le Burkina, probablement, alors qu'on a eu au moins 2 guerres, hein, vous vous souvenez, on a eu le 14 décembre jusqu'au 15 décembre 1974, la première guerre, et puis du 15 décembre jusqu'au 31 décembre 1984, la deuxième guerre. Donc c'est pour vous dire que en relations internationales et stratégiques, tout peut arriver, tout change. Hein, il ne faut pas avoir une vision figée de la situation. Et peut-être que le Mali, vous savez, moi j'étais ambassadeur en Turquie et je voyais ce qu'on appelle les accords de Shanghai se développer. Et ça, croyez-moi, hein, les accords de Shanghai, ça regroupe beaucoup d'États, et d'États assez importants, mais ça ne signifie pas qu'on rejette vraiment notre amitié avec la France. D'accord. Voilà. Docteur Dogoni, donc, dans la région du Sahel, on sait que le Mali et la France, en tout cas le Mali, souhaitent quand même que ces accords-là soient révisés aujourd'hui. Si toutefois il n'y arrivait pas et qu'on aille à une rupture totale de cette coopération, il n'y a pas de conséquences sur la région, sur les partenariats entre le Mali et ses pays voisins? Je me demande encore quelles conséquences le Mali aura avec la présence ou à l'absence de la France. Vous vous rappelez déjà que lorsque la force Barkhane était là, qui coopérait avec l'armée malienne, l'insécurité avait quand même pris une ampleur assez considérable au Mali. Maintenant, cette rupture, je veux dire déjà l'arrêt déjà de la coopération, je veux dire sur le plan militaire sur le terrain, a quand même permis à l'armée malienne de récupérer un certain nombre de territoires qu'elle avait perdus. Ça a permis quand même à beaucoup de villages d'être stabilisés. Ça a permis, ça a permis quand même à beaucoup de réfugiés de retourner chez eux. Donc ça c'est déjà des choses que nous pouvons dire, ce sont des profits en fait de cet arrêt de coopération entre le Mali, l'armée malienne et l'armée française sur le terrain. Ça c'est quand même quelque chose qu'il faut quand même avoir en mémoire. Autre chose que je peux dire, les conséquences peut-être là, on peut toujours dire, hein, parce que déjà s'il n'y a pas vraiment ces partages d'informations ou ces partages de renseignements, ou que cette armée française qui soit vraiment surarmée par rapport vraiment à l'armée malienne, je pense que dans tous les domaines, ça peut être vraiment un facteur qui peut aussi nuire à l'évolution de nos militaires sur le terrain. Mais de toutes les façons, il faut avoir confiance en soi, parce que moi, je l'ai toujours défendu. Hein. Au lieu de compter sur les autres, il faut compter sur soi-même. Alors moi, je voulais juste vous poser une question. Est-ce qu'on peut gagner la lutte contre le terrorisme seul? Est-ce qu'un État peut gagner cette lutte-là seul? C'est impossible. Aucun pays ne peut réussir cette lutte contre le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est d'abord de la matière, en fait. C'est de la matière, les gens le transforment, les gens le manipulent. Donc, c'est ce qu'il faut aussi comprendre. Hein. Lorsqu'on a dit, on a parlé de l'Irak, on a parlé de l'Afghanistan, on a parlé du Pakistan, on a parlé d'autres pays qui avaient été pointus du doigt pour dire que voilà, les terroristes sont chez eux. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont quand même reconvertis pour comprendre vraiment, pour dire qu'en réalité, l'enjeu n'était pas de lutter contre le terrorisme. Il y avait un autre enjeu. Donc, c'est ce qu'il faut aussi prendre en compte dans les analyses. Dans ce cas, est-ce que ce n'est pas important que la coopération entre le Mali, les relations entre le Mali et ses partenaires restent intactes malgré la présence d'autres partenaires? Il y a beaucoup de gens qui pensent réellement que sans la France, le Mali va périr. En fait, ce n'est pas ça qu'il faut mettre en tête. Moi, je dis qu'il faut coopérer avec la France. Ça a été toujours... Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis les pays de la région, les pays voisins. J'arrive. Je suis en train de... je ne parle pas de la France. Je suis en train de contextualiser, en fait. Parce que c'est la France quand même qui coordonne toutes les opérations militaires du Sahel. Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand on dit voilà, que les pays du Sahel doivent coopérer forcément parce qu'il y a déjà des formes de coopération qui existent déjà dans ces pays-là. Il faut juste maintenant intégrer la dimension militaire, la dimension défense. Sinon, quand vous prenez le Mali, le Niger et le Burkina, il y a le Butakou Gourma qui existe depuis très longtemps. Vous prenez le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina, il y a la zone Escabo. Il y en a d'autres formes de coopération qui existent déjà et sur lesquelles il faut s'appuyer maintenant pour
faut prendre en compte la dimension défense et sécurité. D'accord. Abaka Sambara, nous allons terminer par vous. Vous qui êtes dans la région de Mopti, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour renforcer cette coopération entre États afin de gagner cette lutte contre le terrorisme? Merci beaucoup. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est la reconnaissance et le respect de la souveraineté de chaque État. Et dès lors qu'on n'arrive pas à respecter cette souveraineté, nous ne pouvons pas trop avancer. Et pour revenir un peu, je dirais que toute séparation est douloureuse, même celle qui se font à l'amiable. Si je comprends bien, en voyant la demande de la lettre du président de la transition d'alors qui demandait l'appui aérien et en renseignement, il n'a pas demandé l'appui au sol. Donc, mais profitant de la faiblesse en ce moment du Mali, ils ont amené tous ces accords-là. Quand bien même que le Mali, il y a 2 mois de cela, a demandé à amener ces amendements qui n'ont pas eu de réponse favorable jusqu'à présent. Mon père l'a dit. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que le peuple doit s'unir, les politiques doivent s'unir et les gouvernants doivent s'unir derrière le Mali. Et je dis derrière le Mali, c'est derrière nos autorités que nous avons aujourd'hui, qui ont pris des décisions très fortes et sans l'appel à notre devise qui dit un peuple, un but, une foi, nous ne pouvons pas nous en sortir. Oui. Et je vous dis, aucune coopération, aucun pays ne pourra venir défendre la patrie sans les patriotes eux-mêmes. Alors, ce que je demande. Alors, je vais, juste une minute, je vais être beaucoup plus précis. Je parle de la coopération entre le Mali. Qu'est-ce que le Mali doit faire pour renforcer sa coopération avec ses pays voisins? Je ne parle pas de la France ni d'autres partenaires occidentaux. Ok. Très bien, ce que le Mali doit faire pour renforcer la coopération entre ces trucs, d'abord, c'est la coopération transfrontalière. C'est-à-dire qu'il faudrait que le Mali puisse savoir d'abord maîtriser ses frontières et demander aussi aux autres de maîtriser leurs frontières. Ils peuvent s'échanger à travers les renseignements. D'accord. Vous savez, si nous regardons l'ossature même de ces hommes qui opèrent dans la zone, ils viennent de part et d'autre de frontières. Ceux qui sont là, quand tu entends leur langage, tu peux automatiquement situer leur origine. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas des Maliens, mais ils opèrent au Mali. D'accord, d'accord. Cela est bien compris. Et malheureusement, on est pris par le temps. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous tous. Monsieur Ibrahima Soumaré, vous êtes ancien conseiller diplomatique, analyste en diplomatie et stratégie. Docteur Yacouba Dogoni, sociologue du développement et de la coopération transfrontalière. Et Abaka Sambara, vous étiez à Mopti, vous êtes de l'ONG GVIV. On parlait aujourd'hui de la coopération entre États dans la lutte contre le terrorisme. Sikou Gadjigo a présenté cette émission, mise en onde par Seydou Ndao, à la régie vidéo, Mamadou Ouattara. Merci à toutes et à tous et à demain pour un autre grand dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.